Salut tout le monde, bienvenue dans Sweet Spot, l'émission 100% matos. Au menu, un long format sur la Tour 900 d'Inesis. Nous sommes allés à Marcq-en-Barœul la tester, cette balle de compétition, et on a également rencontré Amélie Laurence, l'ingénieure qui a créé cette toute nouvelle balle 100% française. La jeune prouette Marine Griffo nous présentera ensuite son driver dans la série Mon club préféré. Et on enchaînera ensuite avec les High Lofted Woods, c'est le thème du mois. Vous savez, ce sont ces boîtes hyper faciles à jouer qu'on est allé découvrir du côté de l'USPGA de Valhalla, mais également au centre du Paris Country Club Golf Plus avec Dominique Noyac. Frédéric Lacroix nous fera ensuite visiter le camion du Tour de Callaway qui était de passage par Paris. Et on terminera comme d'habitude avec le concours parrainé, cette fois-ci par Inesis. Voilà, on est à Marcq-en-Barœul et vous avez découvert ici même il y a 2 mois la série 500. Et maintenant on va upgrader de niveau, on va passer à de la bonne vitesse de swing aux joueurs de compétition avec la Tour 900. On va la tester indoor et outdoor. On va aller tout de suite au départ du 1 du 9 trous. À l'impact, on sent évidemment la qualité de l'uréthane par rapport au surlin. C'est au niveau de la douceur et du retour d'informations, même sur un tapis synthétique. Et donc chez Inesis, la segmentation expert, c'est les joueurs qui ont un index inférieur à 15. Ils vont rechercher du contrôle, d'où effectivement la 3 pièces uréthane pour vraiment travailler la balle, la faire s'arrêter le plus possible au niveau de la bonne distance sur les greens. Une balle assez ferme, 90 au niveau de la compression de la balle. On était plutôt sur 95 sur la génération précédente. Exactement, la version précédente était un tout petit peu ferme. On a eu pas mal de retours de nos utilisateurs qui la trouvaient un petit peu ferme. Et c'est vrai qu'elle s'adressait plutôt à des très gros frappeurs, qui ne sont pas forcément les clients qu'on a tous les jours. Donc l'idée c'était de la repositionner sur une compression, on va dire, classique pour ces joueurs-là, de 90, qui est un très très bon compromis entre fermeté et douceur. Déjà on voit qu'elle est douce, c'est quand on frotte avec l'ongle. On sent déjà qu'il y a de la douceur là, on va voir si ça se vérifie. Bon, ça se passe pas trop mal avec l'Inesis Tour 900. En tout cas, ça réagit, ça a l'air de réagir pas mal au niveau du putter. Pareil, le même son, ni claquant, ni mou. En tout cas, en termes de feeling, c'est vraiment positif. J'ai demandé à Amélie, notre ingénieure sur la balle, d'essayer de matcher les performances d'une balle qui est pour moi référente sur ce segment de joueurs qui est la Pro V1. Et aujourd'hui, globalement, que ce soit au driver, au fer 8 ou sur le taux de spin qu'on a sur les wedges, on a des performances qui sont vraiment équivalentes à la Pro V1. Allez, et voilà le birdie. C'est bon ça. Au niveau de la ligne, c'est tout simple, c'est une ligne noire qui match évidemment avec la couleur blanche et simplement avec écrit Tour 900 dessus. On n'a pas de flèche au bout comme sur les Pro V1. Moi j'aime bien qu'il y ait une flèche au bout. Là c'est vraiment une ligne, on va dire une ligne rectangulaire toute simple. Ouais, bien touché celle-là. Alors, ah non, allez, tombe sur le green. Bon, et 10 mètres courte. On a décidé de conserver le prix de la Tour 900 actuelle à 35 € la douzaine. On a vraiment essayé d'optimiser, hein, comme chez Decathlon, on essaie de le faire sur nos produits, d'optimiser vraiment toutes les différentes couches de prix, la production, le transport, la logistique. Donc aujourd'hui, la qualité, c'est ultra essentiel pour nos golfeurs. Donc hors de question de rogner sur les investissements en termes de qualité, de production là-dessus. Par contre, c'est vrai que je te coupe, mais si vous faites des tests avec My Golf Spy, ils ne vont pas se gêner. Exactement. Pour couper les balles, les ouvrir et montrer le moindre décentrage de noyau. Non, donc là, je fais confiance à Amélie là-dessus pour vraiment bien animer le fournisseur, pour vraiment garantir une qualité et surtout une durabilité de la productivité. C'est-à-dire que je ne veux pas que la balle soit parfaite au lancement et qu'au fur et à mesure, il y ait des dérives de prod. Voilà, on a encore aucun joueur hein, avec la casquette Inesis, ça coûte très cher et c'est pas utile aux golfeurs. Et donc on a décidé. Pas de joueur du Tour. Il n'y a pas de joueur de Tour aujourd'hui. Sponsorisé. Voilà, donc pas de marketing comme ça, donc on trouve d'autres moyens. Là on a plein vent de face.
Une situation qui est pour moi hyper intéressante pour voir comment elle va se comporter niveau spin. Pareil, ça n'a pas l'air de ballonner non plus, je reste vraiment sur ce mot-là. Parfait. Fait de ballonner ou pas, c'est resté relativement sous le vent. Yes sir. Allez là, un coup assez important, je pense, pour les genres de compète. Le petit fer 3, fer 2, petit coup d'utility. Nice. Et là, pas de souci, la balle reste bien tendue, avec une belle vitesse de balle. Donc ça me plaît bien. Je suis très content et surtout très content, une fois encore, du son qui est produit à l'impact. Allez, petit coup de 56, 60, à peu près 75 mètres. Un rebond, deux rebonds, et bloc net, yes. Et justement, Amélie, donc elle joue dans notre partie, c'est l'ingénieur qui a conçu le produit et on va justement en parler longuement avec elle. On va rentrer vraiment en détail dans la Tour 900 d'Inesis. Moi, ce que j'adore, c'est voir la balle spinner. Quand elle s'arrête vraiment sur le green, c'est ce que j'aime le plus. Quand elle rebondit et d'un coup, ça s'arrête. Et même s'il y a de l'effet rétro, alors là, c'est le jackpot. Une balle tour, c'est indispensable d'avoir de l'uréthane. Sinon, on n'arrive pas à mettre du backspin. En fait, la couche en uréthane s'accroche vraiment dans les stries de la face de club et permet de donner le spin à sa balle. Sans cette uréthane, parce qu'en fait, l'uréthane est une matière plus soft, donc elle s'accroche. Mais le surlin sur les balles de pièces n'accroche pas assez avec les stries de la face de club pour pouvoir donner du backspin. Alors si on regarde la balle, ça fait déjà quelques trous qu'on tape avec. On a tapé des pleins coups de wedge et même des sorties de bunker. Et on regarde, il n'y a pas trop d'usure, mais il en faut, entre guillemets, il en faut de l'usure. L'uréthane, c'est la matière qui s'abîme le plus. Si on veut une balle qui ne s'abîme pas, on prend une balle en surlin, mais on n'a pas ce contrôle sur le green qu'on attend d'une balle en uréthane. Et on a un toucher moins bon avec le surlin, en tout cas très différent. Mais par contre, l'exploit d'ingénierie, j'imagine, c'est de proposer une balle qui n'explose pas non plus au deuxième coup de wedge et râpée de partout. Bien sûr, donc c'est quelque chose, on fait beaucoup de tests de durabilité avec la balle. On a un test chez notre fournisseur à Taïwan, un wedge test. Donc en fait, la balle est envoyée 100 fois sur une vraie tête de wedge et on regarde comment on ressort la balle. Comment elle résiste au street. Exactement. Et une autre chose qu'on a changé, c'est le marquage. Avant, on avait un numéro rouge et normalement, en fait, dans le marché, les numéros rouges… compression 100. Exactement. Et avant notre balle, notre ancienne Tour 900, elle était plutôt à 100 compression. Donc là, comme on l'a repositionné à une compression à 90, on a changé la couleur du numéro pour être en cohérence avec le marché. Ah, elle est prise parfaite celle-là. Voilà, je préfère comme ça. Allez, un mauvais coup, c'est bien, on va voir un peu la dispersion aussi. Intéressant de voir, c'est qu'au niveau contrôle des profondeurs, je connais à peu près mes chiffres de distance. Et que là, avec un coup moyennement tapé qui a complètement pris le vent, elle a fait la distance à peu près qui était attendue. Donc 120, en l'occurrence pour moi 125 mètres avec un fer 9, avec un vent défavorable. Donc ça, mais en tout cas en termes de contrôle de chiffres, ça a l'air plutôt positif, une fois encore. On fait aussi des tests d'usage avec des balles concurrentes pour voir si la note s'abîme plus que les autres, parce que je suis d'accord qu'elle s'abîme. Un test très important, c'est le test Cannonball, donc où on envoie la balle avec une certaine vitesse. Généralement, on prend la vitesse d'un coup de driver qui tape très fort, comme ça c'est un test plus méchant que la réalité. On va faire à peu près 200 coups, et moi ma limite, si elle casse avant ces 200 coups, je valide pas cette balle. Oh, attention! L'ancienne balle était à 95 de compression. On a remarqué qu'elle évoluait un petit peu la compression avec le temps. Au bout de 6 mois après la production de la balle, on pouvait atteindre des compressions à 100. C'est parce que nos noyaux étaient produits avant qu'on mette la couche de surlin, le manteau, et qu'on mette la couche en uréthane. Elle était à l'air libre. Était à l'air libre, exactement. Donc le noyau durcissait et on n'avait plus la même compression. Donc maintenant, ce qu'on fait en production pour que la compression n'évolue plus si rapidement avec le temps, en fait, on injecte tout de suite le manteau après la production du noyau et on injecte tout de suite l'uréthane. Comme ça, la compression évolue beaucoup moins avec le temps. Et donc maintenant, notre balle, notre nouvelle Tour 900 sort à 90 de compression et après, elle va peut-être prendre 1 ou 2 points. Voilà, on a fait 5-6 coups de wedge là à 55 mètres. Et il y a un truc qui est intéressant à regarder, en tout cas selon moi, c'est la profondeur des coups. Je ne les ai pas toutes bien prises, mais regardez entre les deux pitchs les plus profonds qui sont ici
Et le pitch le plus court qui doit être voilà, juste ici, à peu près là, voilà. Bah, c'est simple, on va compter ensemble. On a 2 mètres, à peine 2,50 m de différence de profondeur. Donc, mais déjà en termes de profondeur de coup, de contrôle des profondeurs, c'est très intéressant cette tour 900 au niveau de sa constance. Et là, Amélie, on va aller dans tes locaux, dans ton antre. On va aller découvrir les entrailles de la tour 900. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fais gaffe, ça coupe. Ça va pas exploser, hein? Non. Donc la couche, le noyau est fait en caoutchouc. La deuxième couche, le manteau, c'est en surlin, le matériau qui est utilisé dans toutes les balles de golf. Et ensuite, la dernière couche, c'est de l'uréthane. L'uréthane, on en a déjà parlé précédemment, mais pour avoir le contrôle sur le green, ce matériau soft qui permet d'accrocher dans les strings. Donc pour activer une couche, il faut que la balle soit compressée. Donc au driver, comme on a un club plus long, on a des vitesses de swing plus élevées et on arrive à compresser et donc activer des couches qui sont plus en profondeur, donc le noyau. En fait, si on doit faire un petit peu un parallèle, le noyau est responsable du spin et de la distance d'un coup de driver. Ensuite, le manteau plutôt responsable des fers intermédiaires type fer 7 et ensuite la couche externe a beaucoup d'effets sur le wedge. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne tour 900? Le point qui a majoritairement changé, c'est l'épaisseur de la couche du manteau, donc cette épaisseur en surlin. On a augmenté l'épaisseur de cette couche de 30%. Pourquoi on a augmenté l'épaisseur de cette couche? C'était pour donner plus de vitesse à la balle et plus de distance. En fait, cette couche en surlin, c'est un matériau plus rigide qui permet de donner de la vitesse à la balle. Et pour contrebalancer l'augmentation de compression qu'on aurait eue en augmentant l'épaisseur de cette couche qui est plus dure, on a changé la composition du noyau pour avoir un matériau plus soft qui contrebalance le matériau plus dur qu'on a au niveau du manteau. Tous les mois, je ne notifie pas à la production que je fais ça, mais tous les mois, je récupère une boîte de balles, je découpe les 12 balles et je regarde que le noyau est bien centré. Je mesure aussi d'autres paramètres comme la compression de la balle, le diamètre et le poids de la balle. C'est les 4 paramètres que je peux facilement tester et que je vais tester tous les mois. Parce qu'en fait, les balles, à cette époque, c'était 200 mètres d'élastique autour d'une petite balle remplie d'un liquide d'eau salée. Et vous voyez 30 années de progrès technologique. Certaines marques proposent des balles 4 pièces, même la TP5 de TaylorMade 5 pièces. Inesis, là, avec la tour 900, on est sur 3 pièces. Est-ce que c'est simplement une question de respect de budget ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Un petit peu des deux. Donc évidemment, si on met plus de couches, ça coûte plus cher. Et nous, on a estimé que ce n'était pas un argument, en tout cas le gain de performance n'était pas suffisant pour qu'on mette ce prix-là et que ce n'était pas assez perceptible pour le client. Moi, je trouve ça joli d'avoir beaucoup de couches, mais est-ce que c'est vraiment utile pour le client? Moi, personnellement, je ne crois pas. Donc, tu es ingénieur spécialiste en matériaux, on le rappelle, et moi, je me demandais comment on fait pour que les différentes matières adhèrent entre elles sans exploser. C'est le procédé qui est utilisé. L'injection permet vraiment aux couches d'adhérer entre elles et on n'a jamais vu de problème. Une fois, j'ai vu une couche en uréthane se séparer, mais c'est quand on utilise le procédé coulé, qui est utilisé notamment pour la TP5. Mais nous, comme on a un procédé d'injection, on n'a jamais de problème de séparation des couches. Donc on a essayé, je pense, 5 prototypes et surtout, les différents prototypes, c'était sur l'épaisseur du manteau, ce qui est la modification qu'on a changée. Donc on a eu 3 prototypes avec 3 épaisseurs de manteau différentes et ensuite d'autres prototypes pour des différents matériaux au niveau du noyau. Et ensuite, donc, dès que je reçois les prototypes, on fait la série de tests et on a des go, OK, not OK, en fonction des différents tests. Donc le premier test que je vais faire, mesure de poids. Si c'est directement not OK, ben, je ne fais même pas la suite des tests. Je passe, la balle est directement éliminée. Donc ensuite, il y a tout ce système d'entonnoir. Et à la fin, il reste cette balle qu'on a aujourd'hui qui a passé tous les tests. Là, c'est le modèle blanc traditionnel, Ice Blue. Mais Amélie, je crois qu'il y a une autre version. C'est pas je crois, c'est sûr. C'est la version jaune, c'est Ice Gold, Ice Yellow. Ice Gold, Yellow tout court, mais avec des petites paillettes. Donc on peut l'appeler Yellow Splatter.
Donc voilà, cette couleur qui est identique à celle la version précédente, mais comme il n'y avait que des bons retours sur cette couleur, on a gardé la même couleur. Elle a toujours le même toucher que la blanche. Dernière séquence donc, on va aller dans le simulateur avec Nicolas et un driver Inesis pour tester la balle Tour 900, voir si elle ne spinne pas trop et si on a une bonne vitesse de balle. Tu as une vitesse moyenne de balle qui est à 156, 155,9 pour être précis. C'est ce que je fais en gros voilà. D'habitude. Donc c'est canon. Et tu joues Pro V1 de mémoire? Pro V1X. Au niveau du carry, on était sur 237 de carry. Donc un tout petit peu en dessous de ce que tu fais, mais ce qui est logique parce que ta balle elle est un petit peu plus haute avec le loft. Et tu vois, malgré ça, tu restes sur un taux de spin qui est pas ridicule, hein, qui est aux alentours de 3000. C'est ce que je fais avec mon driver de 9 degrés, voire même moins, puisque c'est le QI10 de TaylorMade qui a tendance à avoir un loft très bas, plus bas qu'affiché. Et aujourd'hui, ça c'était un des premiers objectifs de la balle, c'était vraiment de réduire le taux de spin sur le driver. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au niveau de la dispersion. Donc ici, là, c'est le graphique qui montre la dispersion. Ça me plaît, ça, resserré comme ça. Enfin, voilà. En tout cas, c'est au niveau de la balle, il n'y a pas de souci de big miss. Enfin, globalement, tu vois, entre, alors on va dire le plus mauvais carry qui est aux alentours ici, là, peut-être de 2,24. Ton meilleur carry qui est plutôt aux alentours de 240. Mais sinon, moi, ce que j'adore, c'est voir la régularité au niveau des carries de toutes tes balles, la régularité au niveau des trajectoires, qui fait dire qu'il y a de la consistance au niveau de la balle. Et ça, c'est vraiment super important. Une boîte de balles consistante et d'avoir 12 balles identiques, c'est vraiment un vrai gros travail pour nous et une vraie satisfaction. Ouais, mettre les balles dans la même zone, on l'a dit tout à l'heure sur le parcours, les petits coups de wedge qu'on avait mis à peu près dans la même zone, même clairement dans les 3-4 mètres carrés. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Donc déjà, un petit feedback de cette journée de test, c'est au niveau du contrôle de trajectoire ou du contrôle de distance et de mettre la balle dans la même zone. Ça s'est très bien passé aujourd'hui avec la Tour 900. Est-ce qu'à l'avenir, Inesis va proposer les deux gammes comme beaucoup de marques dans le modèle compétition, proposer 90 et 100 de compression? Est-ce que c'est un axe de progression ou de... Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les plans projets. Parce que la volonté, budget peut-être. Oui, budget, mais c'est surtout la volonté que nous avons, nous, chez Inesis, c'est de garantir que nous puissions proposer des produits qui conviennent au plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, la Tour 900 avec une compression de 90 convient au plus grand nombre. Aujourd'hui, pour jouer des compressions fortes à plus de 100, il faut avoir des vitesses de swing assez rapides. Et aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des golfeurs. Donc pour être sûr que notre balle puisse vraiment être jouée par le plus de joueurs possible, il faut rester sur des compressions de 90. Et pour l'instant, on n'a pas prévu d'aller sur des compressions à plus de 100. Ce n'est pas les golfeurs qu'on va cibler. Voilà, donc on a testé en outdoor et indoor la Tour 900. On l'a dit, les points positifs, le toucher vraiment en numéro 1. J'ai vraiment apprécié le toucher et le son qu'elle produit, que ce soit sur un petit chip, un putt ou un drive tapé à 100%. Le contrôle dans le vent, ça me paraissait vraiment bien. Évidemment, il faudrait le tester à des conditions encore plus extrêmes et plus longtemps, mais ça me paraît vraiment pas mal. Et le deuxième point fort, donc, c'est la consistance des Tour 900. J'ai pas forcément vu des pics de vitesse incroyables par rapport à ce que j'ai vu avant, mais en tout cas, c'est fiable et je pourrais planter sur le tee, je pourrais mettre cette balle sur le tee en compétition sans trop me poser de questions. Voilà pour le test de l'Inesis 900 qui, comme vous l'avez bien compris, satisfera tous les bons joueurs de compétition en quête de spin. Et on continue Sweet Spot avec la découverte de Marine Griffo qui vient tout juste de passer pro. C'est la série Mon Club Préféré. Salut, c'est Marine Griffo pour Mon Club Préféré. Mon club préféré, c'est mon driver. Tout simplement parce que j'ai toujours la chance de taper fort. Du coup, c'est ma façon un peu de me défouler sur le parcours et puis c'est mon point fort, donc mon driver. C'est un Sim 2, du coup TaylorMade, et j'ai un Hazardous Smoke que j'adore en Steve 6.0, voilà, arc-en-ciel, je l'adore. Déjà, en fait, celui-là, il a une petite histoire. Il a été très dur à trouver parce que c'était le dernier aux US. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le nouveau rouge de TaylorMade, il y a 2 ans.
Donc c'était la dernière tête des US. Donc c'est moi qui l'ai eu. Voilà, petit fun fact. Et le shaft, je l'adore, il est beau. Du coup, il est beau, ça marche et je tape fort. Du coup, je ne changerai pas. C'est un 9 degrés parce que j'ai une tendance à mettre les balles hautes en fait. Donc c'était important pour moi de rester sur une trajectoire plus de neutre et pas trop haute. Et que la balle roule en fait. Parce que j'ai beaucoup de spin avec la vitesse. Du coup le fait que je tape fort n'aide pas non plus. Donc vraiment une balle haute qu'on neutralise plus et qui roule pour gagner en distance. Je ne sais pas si c'est un coup spécial. C'est juste quand c'est dur, quand c'est un peu tight, j'aime bien avoir cette espèce de 3/4 où je suis sûre que la balle, elle va partir droite et sur le fairway. Et c'est une espèce de stinger qui est vraiment un peu stylé et que les gens ne s'attendent pas forcément. La balle part vraiment comme un canon et j'adore ce coup. Donc, je pense que c'est pas forcément un coup, je me souviens, c'est un coup que j'adore faire quand il y a un peu de pression ou il faut juste que je touche le fairway. Le petit stinger droit, 3/4 qui part comme un boulet de canon, parfait. Voilà, merci à Marine Griffo qu'on allait rencontrer du côté du Montauban Ladies Open, un sujet signé Manon Cambré. Allez, place maintenant au thème du mois, les bois de parcours et plus particulièrement les bois 7, bois 9, bois 11, les bois hyper ouverts et hyper faciles à jouer. On file du côté du Paris Country Club où le fitter de Golf Plus Dominique Noyac nous attend pour une petite battle entre le fer 4 et le bois 7. Bon, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous ne mettez pas un coup de fer 4 sur les greens, c'est trop dur à jouer. Et pourtant, il y a une solution toute simple qui existe depuis toujours, ça s'appelle le bois 7. Derrière moi, le Paris Country Club, le centre de fitting Golf Plus. Il y a Dominique Noyac qui nous attend, voir si on peut mettre, pourquoi pas, un de ces High Lofted Wood dans le sac. On a soit des hybrides qui remplacent, soit des bois plus ouverts. Tout ce qui est bois 5, bois 7, bois 9. Il y a une des marques qui vont jusqu'au bois 11. Donc ça, c'est vraiment des options que les gens ne vont pas chercher, mais qui sont vraiment intéressantes. Ouais, on a une tendance qui se voit, qui se vérifie sur le tour avec les meilleurs joueurs du monde. Un tiers des joueurs jouent des bois 7, voire même, comme Tommy Fleetwood ou Dustin Johnson, des bois 9. Donc même les joueurs du tour utilisent la facilité des High Lofted Wood, des bois hyper ouverts. Bien sûr. Tu es un très bon joueur, tu as une bonne vitesse. Tu te rends compte quand même que tu as quand même du mal avec ces clubs-là. Donc imagine un joueur que je vois trop souvent ici, qui n'a pas ta vitesse, qui a du mal vraiment à mettre la balle en l'air, et du coup, ils ne peuvent pas jouer ces longs fers. Ça va être plutôt à faire 6, voire faire 5, grand maximum. Et après, avec les bois, il faut mettre ces clubs-là. Et effectivement, mettre un bois ouvert, c'est vraiment la solution. Là, c'est la patrouille de France, il y en a partout, à droite, à gauche, des basses, des hautes, aucune constance avec mon fer 4. Alors, tu es un peu dur avec toi. Ça part quand même, mais c'est vrai que tu pourrais optimiser beaucoup mieux les chiffres. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des balles entre 175 et 180 mètres de carry, ce qui n'est pas top vu ta vitesse. Tu passes à 90 miles, qui est une très bonne vitesse, mais tu as des balles qui sont entre 18 mètres et 23-24 mètres de haut. C'est pas dément. Tu es sur un tapis, sur un lie qui est parfait. Qui est favorable. Sur de l'herbe, là, il y a un peu moyen, ça va être plus compliqué à jouer. Encore une fois, une personne qui n'a pas ta vitesse, qui vient me voir, aura encore plus de mal. Donc, vraiment, partir sur une balle, et tu vas tester le bois 7, la balle va être plus facilement en l'air, avec des balles qui seront beaucoup plus régulières au niveau des tournures. TSR2. Un type test. J'ai malheureusement pas beaucoup d'options de bois 7 dans le shot fitting, c'est moi qui les ai rajoutés. Ils s'arrêtent souvent au bois 5 à l'essai. Parce qu'on t'en demande de plus en plus des bois 7. De plus en plus. Donc tu vas en faire rentrer dans le centre de fitting. Pour 2025, maintenant comme les gammes sont vraiment bien avancées, pour 2025 j'aurai beaucoup plus de choix. Donc toutes les marques, j'aurai mon bois 7 avec un choix de shaft qui est assez important. Et déjà, c'est évidemment beaucoup plus rassurant si on compare la lame du fer 4, quel que soit le modèle que vous jouez, avec une tête de bois 7. Vous avez plus de volume, donc théoriquement plus de stabilité. Et également, Dominique nous confirmera, ça glisse mieux sur le sol, c'est facile à jouer depuis le fairway et même le rough. Alors c'est génial, déjà elle est plein talon, mais alors plein talon, en plein sur la douille, et ça part au ciel, relativement droit.
En tout cas, c'est hyper rassurant à l'adresse. Oh, c'est un régal. Là, pareil, c'est complètement coupé. Ça serait hors limite avec un fer 4. Là, je pense que ça reste à peu près sur le terrain, avec un bel angle de descente, parce qu'il faut que les balles tiennent sur le green. Et ça peut être très chouette avec le bois 7. C'est avoir des balles qui tiennent sur les greens, au lieu de tomber dessus et rouler derrière. La différence entre le fer 4 et le bois 7, c'est monstrueux, j'imagine. C'est impressionnant. Alors c'est vrai que comme tu as un shaft qui est plus long que sur le fer, tu passes assez vite, mais tu as des balles qui sont entre 190 et presque 200 mètres de portée de balle. Tu as des balles qui vont entre 30 et 35 mètres de haut. Tu étais entre 18 et 23, 24 mètres sur le tien. Donc la différence, elle est vraiment énorme. Comme On n'a pas doublé, mais presque voilà, à la hauteur. J'ai pas exactement le shaft adapté à toi. Malgré tout, ça marche plutôt assez bien. Il te faudrait idéalement soit un bois neuf derrière, soit un hybride lofté aussi à 23-24 degrés et tu commencerais après ton sac sur le fer 5. Bois 7. Fer 4. L'autre, c'est pas si mal sur ton fer 4. Faut pas être trop dur avec toi. Oui, ça reste précis en fer 4. La balle pas du club comme elle devrait sortir. Elle sort plutôt un peu basse et elle est effectivement un peu basse et du coup elle ne porte pas assez. Voilà, il n'y a pas assez de hauteur. Dominique, on n'a pas parlé des lofts. Mon fer 4 fait 22 degrés. 22 degrés. Là, tu es à 21. Donc. Mais comme tu as vu, tu as un shaft qui est plus long, tu as plus de bras de levier, tu passes quand même 7-8 miles plus vite. Donc forcément, la balle sort plus vite du club aussi. Si tu retires ton fer 4, forcément, entre ton fer 5 et ça, il y aura un écart qui sera assez important. Donc effectivement, soit un autre bois plus ouvert, si un bois neuf t'intéresse, soit effectivement un hybride dans les 25 degrés, qui fera effectivement le lien entre ton fer 5 et ce club-là. Là, en fait, on parle aussi d'une question d'ego. Tu l'as très bien expliqué, Dominique. Les gens hésitent encore à mettre des bois 7, voire même encore qui plus est des bois neufs dans le sac. Il y a toujours ce côté un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire, non, c'est un club, c'est pas pour moi. Est-ce que ça existe encore, cette vision J'ai beaucoup trop de gens qui viennent me voir, qui ont bois 3, bois 5, configuration assez classique, qui malheureusement, le bois 3, moi j'en vends de moins en moins. Il faut une vitesse de club assez élevée pour que la balle puisse décoller un peu, sinon la balle ne décolle pas. Donc moi, je verrais plutôt mettre des bois 5 et des bois 7. Et après, ils ont des hybrides. Les hybrides marchent bien. Du coup, comme les hybrides marchent bien, ils veulent mettre des hybrides trop fermés, des hybrides à 18, 19 degrés. Et ça, dans ces cas-là, la balle ne décolle pas non plus. Donc plutôt des bois assez ouverts, bois 7, bois 9, c'est vraiment une très belle option. Oui. Voilà, pour conclure, vous l'avez très bien compris, mettez votre ego de côté, tentez les bois 7, les bois 9, voire même au-delà, les marques proposent quasiment toutes ces bois hyper ouverts et c'est hyper facile à jouer. Donc allez vous faire fitter, que ce soit avec Dominique à Saint-Cloud, qu'on remercie, et éventuellement mettez ces bois, ces petits bijoux dans vos sacs. Voilà, comme vous l'avez compris, on a adoré le bois 7 et simplement faites attention, comme on vous l'a bien expliqué, aux écarts de distance. De temps en temps, ça sort un petit peu plus fort que prévu avec un bois 7 et si vraiment vous voulez l'intégrer dans votre sac, ce qu'on vous recommande, faites simplement attention au gapping. Travaillez bien ces écarts de distance entre votre fer le plus fermé et votre bois le plus ouvert. Et ça, c'est de la collaboration à mettre au point avec votre fitter. Et on continue sur ce thème-là. On part maintenant du côté de Valhalla où s'est disputé le dernier PGA Championship. C'était en mai dernier. Jean-Philippe Rodin-Burger et le coach d'Altus, Guillaume Biogio, vous attendent du côté du practice du deuxième majeur de la saison. Et on va voir que, comme on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, l'élite mondiale joue ces High Lofted Wood. Et de retour sur le USPGA 2024 à Valhalla. Et Benjamin Cadieux nous a demandé de faire un peu le bilan de tous ces nouveaux bois qui apparaissent dans les sacs, notamment des bois 5, même des bois 9. Bois 7, bois 9, ça c'est une certitude. Et même pour les longs frappeurs. Là, on a le sac de Morikawa. Alors, on ne va pas aller regarder ce qu'il y a en dessous, mais on le sait. Il a un bois 3, il a un bois 7 cette semaine. Si on continue, on voit qu'il y a beaucoup plus de bois qu'avant. Avant, en général, les joueurs avaient un driver et un bois 3. Là, on voit que dans le sac de Xander Schauffele aussi, il y a plusieurs bois ou rescue. Et si vous continuez, on peut aller jusqu'au bout. Et vous allez voir beaucoup de bois à chaque fois. Et on sait que cette semaine, des joueurs qui sont en tête comme Mark Hubbard ou Dustin Johnson, enfin qui est Dustin Johnson qui lui est pas en tête, mais ont des bois 7 et des bois 9. Alors pourquoi Guillaume?
Tout simplement, c'est ça la question, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à jouer qu'un long fer. Ils vont utiliser ces bois neufs pour remplacer en général un fer 3, un fer 4. Ça a beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de portée et c'est beaucoup plus facile à jouer. Donc ces joueurs-là, même ces joueurs-là qui sont les meilleurs du monde, ils veulent se faciliter la vie. Les fer 3, les fer 4, il y en a de moins en moins dans les sacs. Et là, on peut voir dans le sac de McHugh, qui est, je me répète, quasiment en tête du tournoi, il a un bois 7 et il a un bois 9. Et son coach, Corey Lundberg, qui est ici, dit que pour lui, c'est un Heavenwood, c'est le bois du paradis. Pourquoi? Parce que ça l'aide énormément dans sa préparation, en tout cas dans l'attaque des par 4 qui sont très longs cette semaine et ça facilite énormément le jeu. Heavenwood, ce qui signifie le bois du paradis. Aaron Rai à l'écran ici au practice avec un rescue. Vous allez voir que on va essayer de faire le tour du practice. Vous allez voir beaucoup de rescue, beaucoup de bois 7, beaucoup de bois 9 cette semaine. Et Aaron Rai qu'on connaît bien puisqu'il a gagné en 2017 le Vaudreuil Golf Challenge en France, tournoi du Challenge Tour qui se déroule au Vaudreuil. Et on voit dans son sac qu'il y a 4 couvre-bois, j'ai envie de dire. Donc 4 couvre-bois, ça veut dire, oh, c'est magnifique, très très haute en fait. Beaucoup de facilité, beaucoup plus de hauteur qu'avec un fer 3 ou avec un fer 4. Et pour des greens qui sont en général assez fermes sur le PGA Tour, en tout cas chez les joueurs professionnels. Et regardez, il prend un autre bois. C'est un autre bois de parcours, probablement un bois 5 ou un bois 7. Et allez, on va faire le tour, je suis sûr qu'on va en voir d'autres. Ça, c'est un joueur qui a passé le cut, certes, mais qui s'appelle Wells, qui est un pro PGA, car les pros PGA peuvent jouer, mais vous voyez, lui aussi, un rescue. Allez, je suis sûr qu'on va en trouver d'autres. Et ça, Guillaume, c'est en allant, c'est dû à quoi? C'est l'évolution du matériel, c'est l'évolution de la technologie? Absolument, c'est le fait que les joueurs cherchent à avoir une balle qui va tout de suite aller plus haute pour s'arrêter plus rapidement sur le green. Et je me répète, c'est ce qu'on appelle, je ne veux pas rentrer dans les choses trop compliquées, mais le launch angle, la manière dont la balle va décoller. Plus elle va décoller rapidement, plus elle va tomber verticalement sur le green. Et c'est ce que produisent, en tout cas c'est ce que ces joueurs vont faire beaucoup plus facilement avec un bois de parcours. Avec un fer 3 ou un fer 4, la balle va partir plus basse et ça sera difficile de la faire arrêter sur le green. Donc c'est plus facile à jouer et c'est en plus une trajectoire que les joueurs préfèrent. On a Francesco Molinari ici, qui est d'ailleurs cadayé par un Français, Sam Bernard. Et vous voyez, on voit que c'est un club, on voit que c'est pas un bois 3 mais que ça va être un bois 5 probablement ce club car il est très très fin. Et la balle qui a une hauteur absolument incroyable. Jordan Smith, joueur européen, joueur anglais. Et on voit lui aussi 3 couvre-bois, mais il a quand même un fer 2 aussi. Ou un fer 3. Ça, c'est à la discrétion du joueur, évidemment. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tous ces joueurs cherchent à avoir plus de bois dans le sac. On le répète, plus facile à jouer et une trajectoire avec plus de hauteur qui va s'arrêter plus rapidement sur le green. Du bonheur. Matt Wallace qui range un tout petit bois, ça c'est probablement un bois 5 ou un bois 7 qui maintenant va passer au bois 3, mais on le voit lui aussi, 3 capuchons différents, ce qui signifie au moins 2 bois de parcours. Et un club qu'on peut évidemment acheter aussi, obtenir, nous joueurs amateurs, et qui est conseillé d'avoir? Bien sûr, oh là là oui, ce que moi je vous conseille d'avoir en tant qu'enseignant, c'est des clubs qui seront les plus faciles à jouer. Et pourquoi se rendre la vie difficile avec des clubs qui vont être difficiles à jouer, que ce soit, je me répète, des fer 3, des fer 4, voilà, jouer des clubs hybrides. Moi je préfère à la limite que vous ayez des bois. Pourquoi les bois, un bois 7 ou un bois 9? Pourquoi? Parce que les bois, on le sait, sont plus longs. Ce qui fait que ce qu'on appelle le centre de gravité va être plus en arrière et que la balle va se lever encore plus facilement. Et vu qu'ils sont exactement, ils sont plus gros, donc plus un club est volumineux, plus il est simple à jouer. Donc n'hésitez pas à aller dans votre magasin de golf préféré, à acheter un bois 7, un bois 9. Vous allez voir à quel point ça va vous rendre la vie plus facile. Toujours dans le secteur pro, on continue avec le camion du Tour Callaway et on a un des meilleurs joueurs français qui nous attend, Frédéric Lacroix, qui va nous faire la visite du Tour Troc et également nous donner ses préférences en termes de matos.
Salut, c'est Fred Lacroix. Allez, venez, je vous emmène au camion. Camion Callaway du Tour. Pour moi, le premier truc que je fais, c'est je viens chercher dans cette boîte-là qui est toujours chargée en fait. Je viens chercher mes casquettes, mes gants. Donc, on a tous des modèles un peu différents. Voilà, si on regarde sur Marcel Sim, Marcel il a les visières. On a droit à 6 gants. Sur les tournois où il n'y a pas le camion, ils nous mettent tout dans les vestiaires directement dans notre casier. Mais on prend vite l'habitude. Ouais, c'est vrai que quand tu joues Challenge Tour, t'as pas ça quoi. Ce que tu fais quand tu débarques dans le camion, c'est quoi ta routine? Bah, alors ça dépend de ce que j'ai besoin. Parfois j'ai besoin de rien, je viens juste récupérer mes casquettes et mes gants et je repars. Et parfois j'ai besoin d'un check, donc des réglages des clubs, donc c'est les lofts et les lies. Et j'arrive, je pose le sac et ils me disent bon bah c'est prêt dans 30 minutes ou le temps que ça dure quoi. Là tu as la station putter. Donc ça c'est la machine de loft et lie pour les putters. Et tu as un sac pour les retours de club et pour les sorties de club. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs qui commandent des trucs, il y a un grand sac avec le club qui sera souvent dedans avec juste une étiquette dessus et le gars il peut rentrer et prendre son club. Je suis très standard chez Callaway, d'ailleurs tiens ça va t'intéresser. Ça, c'est un fer 6. Personne ne le tape, personne ne le touche, mais ils savent exactement à quel spec il est. C'est le fer 6 étalon. Exactement, donc quand la machine, elle est, quand tu mesures, imagine j'arrive avec mon fer 6, il mesure un truc qui est un peu chelou, et ben, ils vont d'abord mesurer celui-là pour voir si la machine elle n'est pas déréglée. Parce que ceux-là, il ne bouge jamais et celui-là, il est toujours au même spec. Quand tu voyages beaucoup, là par exemple tu étais au Japon tout récemment, des longs voyages, ouais. Le sac part en soute, est-ce que tu fais vérifier systématiquement tes clubs s'ils ont bougé ou... Non, je fais vérifier mes clubs quand je sens que je tape pas très bien. Puisque après le voyage il va pas changer grand chose sur les clubs je pense, c'est plutôt les grosses séances de practice, quand on tape beaucoup de balles, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois ça peut faire bouger les clubs. C'est de l'acier qui est un peu souple. Le tiroir avec cool. Tous les manches et là, c'est de la tentation là. Bah, c'est de la tentation, moi j'ai pas accès à ça, c'est-à-dire que les mecs, j'ai accès. Si je vais pas demander, si je demande un shaft en particulier, ils vont commencer à se poser des questions. S'il y a un réel besoin, je vais discuter avec les gars et on va essayer de trouver une solution à mon problème. Et là, on en a des solutions. Là, c'est vrai que ça va être les shafts de driver. Les shafts de fer, ils sont juste là. C'est plutôt des shafts en acier là. En fait, c'est un workshop, c'est un atelier vraiment sur roue quoi, qui nous suit toutes les semaines. J'adore le matos, mais quand j'ai des clubs qui marchent, j'y touche pas beaucoup. Hein. C'est vrai que j'ai les mêmes fers depuis maintenant 3 ans. Je recherche un shaft qui est assez stable. Là, tu vois, si je devais en choisir un, là, un Diamana noir comme ça, je pense que ça pourrait m'aller. J'ai tendance à tirer un peu sur mes clubs, à bouger un peu le shaft. Donc j'aime bien quelque chose qui est un peu lourd, un peu raide. Pas forcément qu'il la fasse luncher trop bas, mais quelque chose de solide. Sur les bois, je joue du Ventus et du Ventus noir. Et sur les fers, je joue du KBS assez lourd aussi. C'est un peu... Non, en fait, on me propose des choses quand je viens faire un fitting, donc j'essaye. Nous, on a la chance, on a beaucoup de matos, on a beaucoup de... Là, il y a des shafts qui sont... Là, ceux-là, ils sont pas coupés, mais il y en a qui sont montés directement, donc ils sont tout neufs, mais déjà avec une férule, avec une sleeve. Le technicien qui bosse ici, il n'est pas beaucoup plus fort que le fitter qui bosse dans un magasin, mais il a accès à un peu plus de choses et surtout il a la possibilité de nous faire essayer beaucoup de choses. Et en fait on essaye 3 à 4 shafts et puis on se rend compte que y en a qui marchent pas du tout et il y en a qui marchent bien et puis après on prend celui qui marche le mieux. En fait on est beaucoup à jouer ce type de grip là qui est le Tour Velvet de chez Golf Pride qui existe depuis à peu près toujours. Et je pense qu'on doit être, je sais pas, 70-80% des joueurs à jouer. Il y a différentes tailles. Moi, je suis standard. Standard, une couche de scotch. Les bois. Oh, il y a du bois 7 là. Alors, bois 7, c'est un peu le club qui revient à la mode. Bois 7, même bois 9. Et ouais. Soit ça te parle. Moi, j'ai du mal avec les bois qui ont beaucoup de loft, mais j'ai un hybride aussi qui est en 19 degrés et ça, j'aime bien. Ça part un peu plus bas. Un joueur amateur, disons 20 index, je lui recommanderais déjà de ne pas mettre de bois 3, mais plutôt un bois 4 ou un bois 5. Ça suffit largement, ils partent largement assez fort les clubs. Après, bois 7, ça c'est un peu individuel. Il y a des hybrides qui sont très bien aussi, mais je pense que c'est plus facile de jouer des hybrides ou des bois qui sont un peu plus loftés que des longs fers.
Alors là, le tiroir des wedges, avec, on voit qu'il y en a qui ont des noms de joueurs dessus, comme Rasmus Højgaard. Ça, c'est une ancienne tête de chez Callaway. Moi, je jouais pas Callaway quand ça s'est sorti. Je ne sais pas si je jouais vraiment au golf. Et c'est Thomas Bjorn. Moi, je joue un 58 qui est mis en 59. Et après, je joue 54 et 48. Et le compromis, en fait, c'était de prendre un 58 et de le mettre en 59 pour avoir un peu plus de loft autour du green, mais pas perdre ce contrôle au wedging. Et on a également il y a des têtes de utility. Les utilities, c'est des clubs que tu joues, c'est long fer un peu épais. Ça dépend des parcours, j'en ai, mais je les mets pas souvent dans le sac. Ce serait vraiment plutôt pour des links, pour des parcours qui sont très très étroits, ou des conditions qui sont très ventées. Pour moi, c'est des clubs qui partent pas forcément trop fort, mais trop plat. Et j'ai du mal à les arrêter sur le green. Donc c'est plutôt un club de départ qu'un club d'attaque de green. Moi, je joue du 9 degrés assez classique. Sachant que chez Callaway, on a quand même 3 ou 4 modèles de tête dispo, voire plus. Donc, il y en a un petit peu plus que dans le commerce. Faut pas le dire, mais... En fait, la différence entre une tête du commerce et une tête du camion, c'est que la tête du camion, ils vont vraiment la mesurer au dixième de degré près. Ben là, voilà, j'en ai pris une au hasard. C'est marqué 8,5 sur la tête, mais elle est mesurée à 7,7. Ça peut être bien pour quelqu'un qui a besoin, qui veut rajouter, qui veut mettre le driver en +1, mais qui veut pas avoir trop de loft. Si tu veux, on peut aller voir mon sac. Mais voilà, j'ai un driver. Voilà, c'est la même qu'il y avait dans le tiroir tout à l'heure. Triple diamant, ça veut pas dire peu de spin, ça veut dire surtout une tête un peu plus compacte. Une forme qu'on préfère chez les pros, mais ils peuvent le faire spinner plus qu'un driver max par exemple. Après, j'ai un bois 3 en 15 degrés. Ça, c'est la petite tête encore, triple diamant. À peu près le même shaft, un peu plus lourd. Et après, je passe sur un hybride. Sur un hybride de chez Callaway, pareil. Et cette fois-ci, par contre, j'ai un shaft un peu différent qui est un peu plus souple, qui est plus lourd mais plus souple, parce que je veux avoir un peu plus de hauteur dans ma trajectoire. Donc ça, mes fers, c'est les Callaway Apex TCB d'il y a 2 ans, juste parce que j'aime bien la tête, j'aime bien la forme de la tête, ça marche bien pour moi, donc j'ai pas encore... il y en a des nouveaux qui sont sortis cette année, j'ai pas encore essayé. Sur les shafts, je joue du KBS S-Taper 130, donc c'est des shafts qui sont très lourds. La manière dont ils sont installés, ils sont pas si raides que ça. Le poids, ça me permet de timer les clubs, et le fait qu'ils soient pas si raides, ça va quand même me donner la possibilité de taper la balle haute, et pas être bloqué sur une trajectoire trop basse. Encore plus haut. Encore plus haut. Donc mon fer 3 est un peu différent, c'est un Apex Pro qui va me donner un petit peu plus de hauteur et un peu plus de tolérance. Et mon pitching wedge, c'est un wedge spécialisé comme ça de 48 degrés. Et après j'ai 54 et 58. 58, j'en ai 2. J'en ai un qui a un petit peu moins de bounce, donc il y a une semelle un peu plus plate, un peu plus proche du sol. Et ça, c'est juste en fonction du sol, en fait, de la fermeté du sol. Plus c'est ferme, moins j'ai besoin de semelles, donc plus je jouerai un bounce plus bas. Mais ouais, on va les changer tous les mois, tous les 2 mois max, juste pour garder cette fraîcheur de strip, pour garder le spin autour des greens. Par contre, j'aime bien que mon driver et mon bois 3 il reste clean. Au moins la couronne, ce que je vois quand je suis à l'adresse, que ce soit clean. Parfois sur les réseaux sociaux, on voit des photos des joueurs avec la pastille d'usure sur la tête de club, en plein milieu du club, là aussi. Ouais, là ça commence à arriver sur le fer 9. Tu vois, fer 9, fer 8, fer 7 peut-être. Après, les longs clubs, je les tape un peu moins, mais c'est juste la conséquence du fait de taper la balle au milieu de la face. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que... Enfin, je cherche à taper la balle au milieu de la face, mais je cherche pas à avoir une pastille d'usure comme ça. Putter. Alors putter, l'avantage c'est... Déjà le cover il est magnifique. Ouais, le cover je l'ai piqué, enfin on me l'a donné au Japon sur le tournoi qu'on a joué il y a un mois. C'est une fourche de chez Odyssey, c'est un numéro 7 tout simple. Sauf qu'ils ont changé le finish, donc il est un peu plus doré. Et j'ai un shaft en acier noir dessus. Non, ça change pas grand chose, c'est juste que c'est cool quoi. Mais je pourrais jouer avec un numéro 7 du commerce avec un shaft en acier tout simple, ce serait pareil. C'est juste que celui-là ils me l'ont fait avec cette couleur là et puis c'est cool. Tu regardes ce que font un peu les autres joueurs, tu dis ah tiens lui il a changé. Ouais. Enfin moi j'aime bien le matos, donc je sais quand, enfin je sais à peu près qui joue quoi.
Et je sais quand il y a quelque chose, enfin, on le voit, hein, on voit les joueurs taper, on voit les joueurs péter et on voit qui a mis un nouveau putter dans le sac. Et parfois, ouais, il y a des petites trends, des petites modes sur certains clubs. Mais ouais, après tu suis ou tu suis pas, tu essayes et puis tu vois. Voilà, c'était la visite du camion du Tour Callaway. Je vous donne rendez-vous sur le tour. Voilà, merci à Frédéric Lacroix. Et justement, on reste avec Callaway et ce thème des boîtes fairway avec la présentation complète de la gamme AI Smoke 2024. Médéric, nouvelle gamme sur les boîtes parcours, 4 versions. Explique-nous un petit peu en quoi ça réside. On a une gamme effectivement qui est extrêmement complète dans la nouvelle gamme AI Smoke. On va la décliner donc, comme tu l'as dit, en 4 versions. La version Triple Diamond qui va être destinée aux joueurs les plus expérimentés, qui sont à la recherche pas forcément de tolérance ou de gain de distance. La volonté première, c'est contrôle des trajectoires, maîtrise des profondeurs et puis d'avoir le bois de parcours le plus précis dans le sac. Ensuite, on va passer sur la version Max. Donc ça, c'est maximum de performance, distance. En général, c'est pour un golfeur qui ne recherche pas forcément un contrôle de dispersion. En général, la dispersion est plutôt bonne. Très peu d'écart de contact. On va ensuite avoir la Max D, donc celle-ci elle est vraiment destinée à la compensation d'effets. Naturellement on a plus tendance à avoir beaucoup de golfeurs qui vont slicer, qui vont avoir un fade assez prononcé, donc la Max D va compenser cet effet. Et enfin la Max Fast, la plus légère de toutes, la seule qui n'est pas dotée d'ailleurs d'ozzle ajustable. Et on est vraiment sur le produit qui nous permet d'augmenter ses performances de vitesse de club et d'avoir clairement le produit le plus confortable de la gamme. En termes de technologie, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les grandes lignes sur cette ligne de boîte parcours? Ce qu'on va retrouver sur les 4 modèles, c'est la face, où là on va retrouver la Smart Face, qui est vraiment notre évolution, notre technologie cette année. C'est le fait de pouvoir, dans la conception de cette face, travailler à la fois donc, grâce à l'intelligence artificielle à des datas qui sont virtuelles. C'est ce qu'on fait depuis maintenant 5, 6, 7 ans. Avec auparavant la Flash Face, aujourd'hui c'est la Smart Face. Et donc cette phase va être associée en termes de recherche à des datas purement réelles. Donc on a pu venir capter plus de 250 000 swings, pas loin d'1 million de points d'impact. Donc après, en fonction des vitesses de swing, des angles d'attaque, du spin, des contacts, on est capable aujourd'hui d'avoir la face la plus performante. C'est comme si on avait plusieurs sweet spots sur la face de club. En ce qui concerne le tungstène, on garde la même technologie, on l'applique sur l'ensemble de la gamme? Oui, on continue, comme on sait le faire sur les fers, sur les hybrides. On va être capable aujourd'hui de venir travailler justement la position et le poids, le grammage de ces poids tungstène, tout simplement parce qu'on continue également à travailler sur ce châssis carbone qui nous permet d'alléger la tête de club et donc pas forcément pour avoir le club le plus léger du marché, mais vraiment pour positionner les poids là où il le faut, pour jouer sur le centre de gravité, aussi bien qu'il soit plus haut ou plus bas et plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Tout ça pour jouer sur l'angle de décollage et le spin. Vous l'avez compris, le bois de parcours, avec toutes ces options, toutes ces possibilités, peut devenir votre meilleur ami. Quand parfois c'est difficile de bien frapper une balle lorsqu'elle repose sur le fairway, cette fois-ci, grâce à Callaway, vous avez vraiment toutes les possibilités pour faire de ce club votre meilleur ami. Allez, pendant qu'on y est, on vous donne une petite rafale de nouveautés matos pour ce mois de juin. Ping vient de lancer un Answer 30 hyper rare avec, comme vous le voyez à l'image, un long neck. Donc ça vous donne quasiment un équilibrage face balance au niveau de la tête de cette gamme PLD, la gamme luxe de Ping qu'on vous recommande. Et petite minute unboxing, on aime bien dans Sweet Spot vous ouvrir des cartons. C'est la première fois qu'on les voit, c'est les Dynapower Forge de Wilson. Ils sont hyper inspirés des lames traditionnelles que nous produit Wilson depuis les années 60. Ça ressemble à l'adresse pas mal à ce que joue Hugo Cousso et Padraig Harrington. Des fers forgés, on va dire, qui favorisent la distance avec un fer 7 fermé à 30,5 degrés pour être précis. Ils sont en vente à moins de 1 000 € dans tous les bons magasins. Allez, dernière nouveauté, une preview même, puisque c'est pas encore sorti, ça sort que le 24 juin en magasin. Callaway vient de le dévoiler sur ses réseaux sociaux. Le mini driver, donc c'est la tendance depuis quelques années. TaylorMade vient de dévoiler son burner, on vous l'a présenté le mois dernier. Et là, c'est au tour de Callaway de lancer son mini driver 340 qui, comme son nom l'indique, a une tête plus petite de 340 cm3 au lieu de 460, un manche réduit
43 inches 75 au lieu de 45,5 habituellement, et un loft un petit peu plus ouvert pour vous aider à lever la balle depuis le fairway, avec un loft de 13,5 degrés. Dernier portage dans Sweet Spot et on retourne aux États-Unis à la découverte des points de vente de matériel chez ce mastodonte du golf avec près de 30 millions de clients potentiels. Place au XXL, place à l'hypermarché du golf avec les magasins PGA Tour Superstore que Romain Lefebvre nous fait découvrir depuis Palm Beach. How long have you been working here? I've worked for the company for a little over 12 years. We opened this store in May of 2020. Right after COVID. It was during the middle of COVID. So it was a crazy time as far as supplying and filling this store. But all of the vendors did a fantastic job, and the company, we opened running. I mean, once COVID relaxed here in Florida, a little bit the restrictions, we were up playing, all the golf courses were full, and probably the biggest impact was all the new golfers that got into golf. I mean, it became a family affair, which was fantastic, and that's something that we continue to grow on with huge juniors and a lot of women. That's the biggest growth in golf right now. Throughout the country, we have 67 stores currently. We're opening up here at the middle part of this month, middle part of April. We'll open another store in Florida, in Central Florida. We have another 6 stores that are opening throughout the country the rest of this year. Everybody comes here, from beginners to PGA Tour players. It's a great spot. It's a very relaxed family atmosphere. The average guest spends just a little under an hour inside our store, just walking around, trying on shoes, clothing, trying different clubs. We have facilities here to get lessons. Custom fitting is a huge part of who we are, and making sure that we're, continuing to grow the game, which is really important. So you are a usual customer, a regular customer of the PGA Superstore? I am beyond regular. I'm here even when I'm bored. I come in and putt. I'm not a frequent. I don't change clubs a whole lot. I change my grips. I get all of my grips done here. I purchase balls. I purchase tees. I practice my putting. I even come here when I'm not buying anything. I just come in to practice my putting. Do you have an idea of how many different articles you have in this kind of store? It's amazing. Probably individual articles. I think the number is somewhere close to 37,000 different items, from tees to training aids to footwear. It's just amazing. I mean, any of the new trends, we feel like we're always looking to sort of be the front runner as far as letting people try different products. We have in the back the Studio Superstore. Can you explain what is it exactly? So in the studio, we do 2 different things. We have personalized teaching, where it's your golf professional giving instructions with video, using all the different technologies as far as helping to grow your game. On the other side, where we have the custom fitting side of it, is we have all the exotic shafts. So if a player is looking to try out all the latest and greatest technology in, say, a shaft or a head, we have all those options available in there, and that's by appointment. It's a one-on-one. It's for that person that's really looking for that experience that's helped them get to the next level. So for example, do you have an idea of the average amount that is spent here every day? I mean, it's probably, average ticket wise, we're probably, under $200 as far as for average ticket. But, it's something for everybody. I mean, people just come in here just to buy a bag of tees, pick up a sleeve of golf balls, pick up replacement spikes for their shoes. So it's really not indicative of what the average ticket is more as really the experience that that's created here. So it's not a lot of times people thinking, they're coming in for one thing, and then we'll find additional items that they weren't, they were thinking about, but what we have. Great. How many times do you come a week or a month?
A month, probably maybe 8 times a month, I come into this store. So far, I haven't found, or should I say, I haven't come in here and didn't find exactly what I wanted every single time. Really? Yes, they are undefeated. Undefeated. Voilà, c'est terminé pour Sweet Spot, mais restez encore un petit peu avec nous, on a votre partie préférée. Vous êtes de plus en plus nombreux, plusieurs centaines à participer chaque mois aux jeux concours offerts par les marques qui nous soutiennent et qu'on remercie, et notamment Callaway et Médéric Cocker. On va déjà vous donner les gagnants du concours du mois dernier, le sublime Saks Rixson spécial US Open. Le gagnant du concours s'affiche ici. On avait également une petite griffe staff modèle de chez Wilson à gagner. Le vainqueur, pareil, vous connaissez, il est juste ici sur votre écran. Et place maintenant au concours de ce mois de juin, et cette fois-ci, c'est Inesis qui s'y colle. On vous les a présentés ce mois-ci, les balles Tour 900, les balles pour joueurs de compétition. On vous en fait gagner une douzaine? Non, non, une douzaine, c'est pas assez. On vous fait gagner 5 douzaines de balles Inesis. Vous envoyez un petit mail ici en mettant dans l'objet concours Inesis Tour 900. Et c'est pas fini, niveau concours Inesis a été super généreux. Dans les jours qui viennent, allez faire un petit tour sur la page Instagram de Journal du Golf. Il y a une grosse surprise qui vous attend, un deuxième concours, et vous aurez tout le mois de juin pour y participer. Et troisième surprise, ça nous fait plaisir, vous êtes très nombreux à nous envoyer des mails. Photo dédicacée de Jean-Philippe Rodenburger, le monsieur tout le monde de Journal du Golf, qui va vous offrir cette photo dédicacée personnellement à votre prénom. Les 10 premières demandes seulement seront récompensées. Voilà, c'est terminé pour Sweet Spot numéro de juin, et on se retrouve dès juillet pour de nouvelles découvertes matos.